Je vous remercie, Madame Laetitia, pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir parler de l'Université chrétienne de Kinshasa. Il aurait été mieux que la communauté elle-même vous réponde à cette question plutôt que moi à leur place. Mais, parce que vous me la posez, cette question-là, je voudrais vous dire simplement que la communauté a accueilli ma nomination avec enthousiasme et avec euphorie même, je dirais. Avec euphorie. Voilà. Déjà que moi, je suis manager de formation, comme vous le savez, et en tant que manager, mais aussi leader. En leadership, nous parlons de leadership participatif. Et quand vous prenez des décisions participatives, donc ensemble avec les membres de votre communauté, les membres de la communauté se sentent concernés par les décisions et ils se retrouvent dans les décisions. Ils ne peuvent pas se soulever contre leurs propres décisions. Je crois que c'est ça la stratégie que nous avons mise en place, de travailler avec tout le monde, les étudiants, la communauté universitaire, c'est-à-dire les travailleurs, que ce soit les pathos, les scientifiques ou les académiques, on travaille avec tout le monde. Et la petite preuve que je peux vous donner en ce qui concerne cette stratégie, ici à l'USEKIN, comme vous venez de le dire, dans les années passées, il suffisait d'augmenter même $20 sur les frais de Minerval et ça enflammait les étudiants. Mais au cours de cette année, qu'est-ce que nous avons fait? Quand nous avons pris les rênes du rectorat, nous avons associé les étudiants et nous leur avons dit, nous n'allons pas proposer l'augmentation des frais. Ça fait plusieurs années qu'on n'a pas augmenté de frais ici, mais nous ne voulons pas que les comités de gestion vous proposent une augmentation. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous leur avons donné les frais qu'on paye ailleurs, dans certaines universités, pour ne pas les citer. Nous avons dit, voici telle université qui organise la faculté de droit, la faculté d'économie, la faculté de médecine. Voici leur nomenclature de frais. Dans telle autre université, voici aussi leur nomenclature de frais. Et voici notre nomenclature. Mais ceux-là ont plus d'étudiants que nous. Ils demandent encore plus d'argent que nous. Alors, allez voir dans quelle mesure vous allez nous proposer une augmentation. Et quand ils sont allés, je pense 3 semaines après, si je ne me trompe pas, ils sont revenus vers nous. Ils ont dit, bon, nous avons accepté d'augmenter de 10%. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est quelque chose. C'est-à-dire, les gens qui payaient par exemple $690, ils augmentent $69 sur les 690, ils sont dans les 700 et quelques. Ceux qui payaient 714, ils vont augmenter $71,4 et vous voyez ce que ça fait. Et nous avons appliqué simplement, et on leur a dit, étant donné que votre augmentation est vraiment minime, mais comme nous sommes à la première année, comme nous voulons faire un leadership participatif, nous acceptons, mais acceptons aussi que cette augmentation se fera pendant 3 ans. 10%, 10%, 10%. Et aussi, ils ont accepté. Et donc, nous avons appliqué cela, ça ne fait aucun problème. Ouais. Et par rapport à la première partie de votre question, en ce qui concerne les remous par rapport aux enseignants qui faisaient tantôt des arrêts de cours parce qu'ils n'étaient pas payés, oui, il est vrai que en tant qu'université, vous savez, vous êtes dans le monde universitaire. L'université, c'est une grande entreprise qui demande beaucoup de moyens. Et l'USEKIN n'avait pas beaucoup de moyens, mais j'ai dit aussi que la gestion n'était pas orthodoxe. Parce que si la gestion était orthodoxe, je crois qu'on pouvait donner à chacun le peu qu'il méritait avant qu'on en arrive aux grèves, au soulèvement, au boycott et tout ça. Et cette année, ce que nous venons de mettre en place, nous avons dit, écoutez, chaque faculté nous donne le nombre de cours qu'on est en train de donner maintenant. Et dès qu'on nous donne le nombre de cours qui sont en train d'être donnés, nous donnons déjà le transport à chaque enseignant, avant même qu'il ne termine son cours. Donc, les jours qu'il vient commencer, on lui donne déjà le transport. Parce que même s'il sera en retard pour avoir les honoraires,
Mais au moins, chaque jour, il vient pour enseigner. Et il doit avoir son transport. Ça, c'est déjà réglé. Et nous avons aussi dit, après 3 semaines, nous avons demandé que les facultés nous donnent chacune la liste de cours qui sont déjà terminés. Et dès qu'on nous donne les cours qui sont déjà terminés, nous faisons un effort de commencer à payer ces cours-là pour ne pas attendre le cumul à la fin de l'année. Parce que si vous ne payez pas maintenant qu'ils sont à 3 ou 4 par faculté, vous allez arriver à la fin de l'année où tout le monde a terminé le cours et vous n'avez pas les moyens pour les payer. Et nous y allons comme ça, mollo, en payant graduellement et progressivement ceux qui terminent les cours. Et jusque-là, nous sommes dans les bons, ça ne pose pas encore un problème. J'espère que nous continuerons comme ça et que ça marchera. Bon, ça c'était le problème de la faculté de médecine. Cette faculté-là avait des petits problèmes avec le ministre qui est parti. Et, oui, mais heureusement qu'avant son départ, il nous avait déjà signé une lettre nous donnant encore un moratoire. Et dans le moratoire, il y avait 3 objectifs qu'il nous avait fixés, dont l'un, c'est ces bâtiments que vous voyez là-bas que nous sommes en train de finaliser. Le deuxième objectif, c'était de former nos propres enseignants. Mais vous savez que la formation ne se fait pas en une journée. La formation, ça prend du temps. Nous avons beaucoup de cadres qui ont déjà terminé leur master, donc leurs études, les premiers niveaux des études post-universitaires. Et maintenant, il y en a qui sont déjà inscrits au doctorat. Et d'autres vont prendre leur inscription bientôt. Donc je crois que ça, d'ici 5 ans, nous pouvons commencer à résoudre petit à petit ces problèmes-là du personnel. Et bon, pour l'autre élément du moratoire, c'était d'avoir nos propres cliniques universitaires. Là encore, nous sommes sur beaucoup de projets avec des partenaires. Et bon, mais il y a des partenaires qui avaient commencé, qui voulaient venir, mais à cause de la situation de guerre dans les pays, ils se sont dit, nous ne pouvons pas amener notre argent là où il y a la guerre. C'est ça qui nous a un peu freinés. Mais nous sommes en train toujours de parler avec d'autres partenaires, avec l'espoir que d'ici là, nous pouvons trouver d'autres partenaires qui peuvent venir travailler dans nos conditions ici. Bon, l'absence des étudiants de la faculté de médecine est une absence, je dirais même, non pas organisationnelle à notre niveau, mais institutionnelle au niveau même du ministère. Qu'est-ce qui se passe? On donne à ces étudiants-là de faire un stage de 12 mois. 12 mois, c'est-à-dire que s'ils commencent au mois de novembre, ils vont terminer encore au mois de novembre de l'année prochaine. Mais entre-temps, il faut terminer l'année académique au mois d'août. Comment voulez-vous qu'ils viennent participer à la collation et qu'ils sont encore en stage? Et quand ils terminent le stage, ils doivent encore venir d'abord défendre les mémoires avant de faire le jury. Vous comprenez? C'est comme cela qu'ils terminent toujours en retard. Mais nous sommes heureux parce qu'à une réunion, Son Excellence Madame la Ministre avait convoqué à l'ISP Gombe. Et la réunion était dirigée par son directeur de cabinet, le professeur Makindou. Et il y avait tous les autres membres de son cabinet. J'ai posé ce problème-là. J'ai dit, vous nous donnez un calendrier académique où il faut terminer l'année à tel mois. Mais vous oubliez que nos universités ont des facultés de médecine. Ces facultés-là, ils sont en stage au moment où nous devons terminer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, la réponse que nous avons reçue ces jours-là nous a quand même encouragés. Ils nous ont dit que pour les facultés de médecine, maintenant qu'il y a la semestrialisation des enseignements, je crois qu'à la fin du premier semestre de l'année suivante, on peut organiser des collations pour la faculté de médecine. Donc, je crois que ça, si vraiment ils nous permettront ça officiellement, parce que là, est-ce que c'était un discours politique ou un discours académique et administratif? Mais je pense que si ce n'est pas un discours politique et s'ils peuvent nous autoriser, pas seulement nous, mais toutes les universités qui organisent la faculté de médecine, je crois que ça répondrait, on va se rattraper.
vous donne l'autorisation de fonctionner? C'est l'État. Et si l'État vous donne les instructions que vous ne voulez pas suivre, si l'État vous retire cette autorisation de fonctionner, vous allez fonctionner où? Je crois que nous sommes obligés, et surtout ici, il ne s'agit même pas d'une instruction venant de notre ministre ni encore du gouvernement, mais c'est le président de la République lui-même qui a déclaré ça à l'UPN. Vous le savez, que la vente de syllabus est prohibée. Donc, ici chez nous, nous mettons cela en pratique. Bon, c'est vrai, peut-être qu'il y a des brebis galeuses qui ne manquent jamais, hein, mais encore que nous ne sommes pas informés. Si nous sommes informés qu'il y a un professeur ou un chef de travaux qui vend des syllabus, je crois que sa place ne sera pas ici, parce que nous sommes très respectueux des autorités. Nous-mêmes, là où nous sommes une autorité, nous voulons que les gens qui sont en bas nous respectent. Et comment voulez-vous que nous qui sommes là, nous puissions bafouer les instructions des autorités qui sont au-dessus de nous, surtout des autorités gouvernementales? Ça, ce n'est pas possible. En tout cas, jusque-là, les choses se passent bien, mais je crois qu'on peut toujours avoir des brebis galeuses, comme je l'ai dit, qui ne manquent jamais dans la société, que ce soit dans le public ou dans le privé. Déjà que ce n'est pas nous qui avons commencé, celui qui était là avait déjà commencé beaucoup de partenariats que nous continuons et que nous allons amplifier. Déjà que nous sommes en bonne intelligence avec l'université de Kinshasa, avec les cliniques universitaires, c'est comme ça que nous envoyons aussi nos étudiants là-bas pour les stages. Et il y a beaucoup d'hôpitaux avec lesquels nous sommes en partenariat, mais l'UPC, l'Université protestante au Congo, nous sommes en partenariat. Là, vraiment, c'est déjà que nous sommes les enfants comme des jumelles ou des jumeaux des mêmes mères. Donc ça, c'est un partenariat presque naturel. Nous sommes en partenariat avec, vous voyez par exemple ça, c'est Leadership Academy University, mais c'est dans le cadre des partenariats qu'on nous a donné dans chaque université 10 exemplaires de cette revue, de ces numéros de revue. Donc ça montre déjà combien on est en partenariat en bon terme. Et donc, mais on ne va pas dire que c'est déjà suffisant. Nous allons essayer d'étendre nos limites pour que nous ayons encore beaucoup plus de partenaires dans le cadre d'échanges interuniversitaires. En interne ici au Congo, tout comme à l'extérieur du pays, les efforts sont faits. J'étais en train de parler d'un formulaire que nous devons remplir. Ça, c'est une université à Londres qui nous envoie ces formulaires-là pour qu'on remplisse. Et donc voilà. Je crois, comme je l'avais dit, que nous sommes dans un management participatif, dans un leadership participatif. Je vais encore le reprendre. Et nous ne sommes pas là pour gérer seul. De toutes les façons, il n'y a que Dieu qui connaît tout. Nous sommes des hommes, chacun de nous a quelque chose qu'il connaît, mais il a aussi ses limites. Je ne dirais pas que parce que je suis devenu recteur, maintenant je connais tout. Non, j'ai mes limites. Et ensemble, nous sommes plus intelligents, ensemble, nous sommes plus forts. Et donc, nous gérons de cette façon-là. Déjà pour... par exemple, en ce qui concerne les finances de l'université, depuis que je suis là, heureusement que l'administrateur du budget est à mes côtés, il ne peut pas contredire ce que je suis en train de dire. Nous avons mis en place une troïka. Troïka, ça veut dire quoi? Les 3 personnes qui signent les bons de sortie, les documents comptables, chaque matin, nous nous retrouvons. Et quand nous nous retrouvons, nous décidons ensemble des dépenses. D'abord, nous voyons les recettes et quelles sont les dépenses prioritaires que nous devons faire. Personne ne les fait seul. Et les documents de notre Troïka, je ne savais pas que vous allez me poser cette question, mais ça, c'est ça, les documents que nous mettons ensemble. Et vous voyez qu'à la fin, il y a la signature du secrétaire général, de l'AB, secrétaire général, et puis les recteurs. C'est nous les 3 là qui signons. Et quand nous avons signé ça, maintenant, on peut faire des bons de sortie dans lesquels nous signons encore nos 3. Une dépense qui n'était pas décidée ensemble, on ne peut même pas voir ça dans les bons de sortie. Donc, pour dire que
Jusque-là, en tout cas, je crois que nous sommes dans les bons. Avec les étudiants, il n'y a aucun problème. Le vrai problème de beaucoup de leaders de nos universités, c'est le dialolisme. Ils veulent que les étudiants soient là pour les acclamer, pour les accompagner, même pour les flatter. Nous, on n'est pas là pour être flattés par les étudiants. Parlant des effectifs, le problème de l'ISEKIN, c'était quoi? Les classes montantes, même là en médecine, les classes terminales avaient plus d'effectifs que les classes de recrutement. Ce qui faisait que quand eux, ils sortent, ils sont nombreux qui partent. Ceux qui entrent sont peu nombreux. Les effectifs, au lieu d'augmenter, ça diminue. Mais je peux vous dire avec assurance cette année que c'est la première fois à l'ISEKIN que nous avons inscrit en première année. Hein? Toutes les autres années, on inscrit aux alentours de 200, 230, 228 et tout ça. Mais cette année, nous sommes déjà autour de 300, presque 50. Vous comprenez? Alors que nous n'avons même pas fait sortir un seul Likuta pour faire la campagne. En ce qui concerne les conférences, je disais que les conférences ne font pas seulement la visibilité d'une université, mais les conférences contribuent aussi à la scientificité de l'université. Parce que c'est souvent avec les thèmes développés ou les sous-thèmes développés dans une conférence qu'on peut publier même des revues scientifiques. Vous voyez ça? Et donc, dans les revues scientifiques, on publie des articles qui viennent aussi des conférences. Et cette année, nous avons repris cette bonne habitude. Je ne pense pas que vous n'étiez pas invité. Nous avons déjà tenu la conférence avec l'ambassadeur de l'Ukraine au début de cette année. Sinon, il y a déjà 2 conférences qui ont été tenues cette année. Il y en a plusieurs autres qui seront organisées. Donc voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau-là. Nous avons pour mission de redorer l'image de l'ISEKIN. Parce que l'ISEKIN n'avait pas toujours une image fade. Elle avait une très bonne image dans le passé. Et nous voulons redorer cette image-là, mais aussi peut-être dépasser ce niveau-là. Et si Dieu nous fait grâce, d'ici avant la fin du premier semestre, beaucoup de choses vont changer. Vous serez témoins et d'ici les années qui vont venir, nous allons faire changer beaucoup de choses encore. Nous allons continuer les partenariats avec les autres universités. Et là, si vous allez dans le campus numérique, vous allez voir qu'il y a un groupe de gens qui sont là-bas, en pleine conférence, même les Blancs qui sont venus de la Suède, voilà, de la Suède et des États-Unis et tout ça, de l'Allemagne. C'est pour vous dire que là, c'est déjà des éléments qui font que nous allons redorer la chose, notre université. Donc, nous n'allons pas créer des miracles, mais nous allons gérer de manière à mettre tout le monde d'accord. Parce que les miracles relèvent du domaine de Dieu, mais nous, les hommes, nous devons gérer les choses que Dieu nous a données. Dieu, une des premières missions que Dieu a données à Adam et Ève dans les jardins d'Éden, c'était de garder et de cultiver. Cultiver et garder. Mais cultiver et garder, c'est quoi? C'est la gestion. Il faut faire simplement la bonne gestion de ce que nous avons déjà. Parce que si nous ne pouvons pas bien gérer le peu que nous avons aujourd'hui, même la Bible dit que même quand vous aurez beaucoup, vous ne saurez jamais gérer. Voilà. Moi, je suis né d'une famille très pauvre. J'ai toujours dit que la pauvreté de mes parents m'a appris à bien gérer. C'est la pauvreté de mes parents qui m'a donné la discipline dans la gestion. Que ce soit dans mes propres biens ou les biens communautaires, je les gère avec cette discipline-là que j'ai reçue de mes parents à cause de la pauvreté. Le mot de la fin, c'est que j'ai écrit un article sur les quotités et la gestion des établissements privés de l'ESU. Et à la fin de cet article, j'ai fait certaines recommandations. Au gouvernement, j'ai fait la recommandation que les institutions privées d'enseignement supérieur et universitaire forment la jeunesse congolaise
de la même manière que les institutions publiques le font. Et j'avais demandé, je demande encore et je réitère cette demande, que les institutions privées, peut-être pas toutes, parce que même dans mon article, j'ai dit, surtout les institutions privées confessionnelles, qui viennent des églises catholiques, kimbanguistes, protestantes, même de nos amis musulmans, ces institutions-là font beaucoup dans ces pays. Si l'État paie, ne fût-ce que nous ne recevons pas les frais de fonctionnement. Mais imaginez-vous si un jour l'État décidait de prendre ne fût-ce qu'une catégorie de personnel. Par exemple, on prend dans le compte des personnels scientifiques et académiques, on dit tous les professeurs, on les prend en charge pour être payés par l'État. Et que parmi les scientifiques, tous les chefs de travaux seront payés par l'État. Dans les institutions confessionnelles, je vous dis que ça va beaucoup nous soulager. Mais le peu que nous avons, nous devons en même temps faire fonctionner nos institutions et en même temps, nous devons aussi payer les salaires de nos agents, ce qui fait que des fois, on est asphyxié. Que l'État, je ne veux pas dire comme les Congolais, Landa disent que Mama, Kinganda, Talabisoli, Kamboyo, mais l'État en tant que propriétaire de toutes ces écoles, que ce soit les écoles privées ou agréées, c'est l'État qui agrée et qui nous donne l'autorisation de fonctionnement. Je pense que le gouvernement devait être aussi regardant de ces côtés-là pour voir quelles sont les meilleures institutions et qu'est-ce qu'on peut les rapporter, même quand nous faisons des constructions. Pourquoi devons-nous aller chercher des partenaires ailleurs et ici, l'État ne peut donner que l'argent dans des institutions publiques, alors que l'ISEKIN est parmi les universités qui ont formé des médecins dans ces pays. Et pour votre gouvernement, la plupart des fois, quand on fait des tests au niveau national, ce sont les étudiants de l'ISEKIN qui sortent premiers. Hein? Même quand on a fait les tests chez les militaires, pendant 2 ans, c'est toujours les étudiants de l'ISEKIN qui étaient premiers. Ça veut dire que nous donnons le meilleur de nous, mais nous ne recevons pas en contrepartie ce que l'État devrait aussi nous donner. Ça, c'est notre demande et notre demande de la fin. Merci beaucoup, maman, pour l'occasion que vous nous avez donnée.